Les commentaires de Mars, c'était un beau débat d'idées, enrichissant, séance très dynamique, un bon cru, très agréable, expérience d'intelligence collective, participation active des participants, une très bonne rencontre et il y a eu beaucoup de suggestions de thèmes, collaboration, éthique, apprentissage, reprendre l'intérêt pour l'IA et économie de l'expérience. Alors bonjour, ici Joël Musard à Hecto et je vous souhaite la bienvenue pour le Café Lab du 20 mars 2019. Bien content que vous soyez là. Et puis on va comme toujours se présenter. Alors je vais inviter Crimo. Bonjour Crimo, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, je me remets. Oui, alors, Kimo Boaou, je suis directeur du centre de formation d'une entreprise qui est dans le domaine de l'évaluation des cours au niveau des universités. L'évaluation de cours prend de nos jours une très très grande importance dans les universités pour s'assurer de la qualité des cours. Donc, certaines ont leurs applications locales, d'autres font appel à des vendeurs comme nous et nous avons donc un produit qui est installé à travers le monde. Je dirais très peu en Europe parce que probablement que la culture n'est pas encore très... n'accepte pas beaucoup le fait d'évaluer comme ça, comme on le fait aux États-Unis, le cours, le prof, etc. On a des clients comme Princeton, Berkeley, des grosses universités américaines, en Australie, etc. Donc, alors moi, je m'occupe un peu de m'assurer que les matériels de formation est là, mis à jour. Je donne aussi beaucoup de webinaires, au moins une fois par mois pour les universités c'est des webinaires de formation pour que les gens apprennent un peu à utiliser l'outil ou les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, d'où l'intérêt aussi pour l'intelligence artificielle parce que de plus en plus aujourd'hui, les commentaires des usagers, ils voudraient être lus un peu d'une manière, pas je dirais automatique, mais j'essaie de trouver le terme en français, là, de lire des textes, de faire une analyse du texte et de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme thème les plus répertoriés par ces commentaires venus des étudiants. Donc un peu, j'essaie de me remettre un peu à m'intéresser à tous ces domaines. Ça va ou... Oui, c'est parfait. Merci, Crimo. Je veux vérifier, c'est parce que tu ne nous as pas informé de quel pays, à quelle place. Ah, je suis au Canada, pardon. J'ai Montréal. pris ça un peu comme par... oui, c'est vrai qu'on est un peu partout. Oui, je suis à Montréal. Oui, la boîte s'appelle Explorance et on est situé à Montréal. On a d'autres bureaux un peu partout, aux États-Unis, à Chicago, en Australie, en Europe, en Hollande. Voilà. Et je voyage aussi pas mal quand on a comme ça des conférences à donner à nos usagers. Excellent, merci Crimo. Plaisir. Alors, en Europe, en France, Pascal, bonjour Pascal, comment ça va? Tu peux te Bonjour tout le présenter? monde, ça va très bien, merci. Écoute, moi je suis Pascal Barardon, je fais du knowledge management depuis pas mal d'années. Et là, je participe régulièrement au Café des connaissances avec les piliers de bar du café. Merci Pascal. Quand je fais partie. Ah, merci Pascal. Alors, toujours en France, Stéphane, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très heureux d'être avec vous. En fait, pour me présenter, donc Stéphane Krebs, j'accompagne les organisations et notamment en ce moment particulièrement les organismes de formation et je réponds à Crimo
Bouaou. Waouh. Bouaou. Voilà. Donc, justement, dans toutes les transformations qui s'opèrent en France, notamment avec la loi pour l'avenir professionnel, initiée là, depuis 2018. Et donc, voilà, j'accompagne les organismes de formation à, comment dire, à répondre vraiment aux critères donc qualité déjà des organismes de formation en termes pédagogiques, mais pas seulement, mais en termes organisationnels, et également au niveau pédagogique. Donc avec tout ce qui... En France, on a ce qu'on appelle des, comment dire, une plateforme là, qui vient de s'opérer. Hein. Il y a beaucoup de changements. France Compétences qui s'occupe. Et donc, les organismes de formation, l'enjeu, c'est d'obtenir le compte personnel de formation, donc de faire des titres professionnels, c'est-à-dire des diplômes. Voilà. Donc, c'est cet accompagnement-là que je fais. Et également très sensible avec justement l'intelligence artificielle, parce que l'enjeu aussi, c'est les métiers émergents. Voilà, donc je rejoins ce que vous dites. Merci Stéphane, Merci. c'est bien. Alors, ici au Québec, Jean-Claude, bonjour Jean-Claude, comment ça va à Gaspé? Ça va très bien, il fait beau. Pour une fois, il fait beau passer la Saint-Patrice, fait que là, on est content. On est content. Bonjour, moi, je fais du conseil en gestion et développement des organisations, mais j'ai une préoccupation particulière, gestion des connaissances, des processus d'innovation, et je travaille sur un projet d'amélioration des compétences des entrepreneurs en affaires numériques, mais ça déborde aussi la partie des compétences d'un utilisateur lambda au niveau du numérique. Je fais des programmes de formation. Et justement, j'ai une préoccupation, moi aussi, d'évaluation de l'impact du programme sur les participants. Ça fait que je rejoins Crimo sur cet angle-là. Oui. Merci Jean-Claude. Alors ici à côté de moi, Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour, vous m'entendez Tu vas bien? te présenter, oui. Ok, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Loïc, je travaille dans le domaine de l'innovation et je fais du consulting. J'accompagne aussi des startups qui ont développé plutôt des innovations, on va dire, très, très innovantes, ce que j'appelle de rupture. Et donc, je fais aussi d'autres approches dans ce domaine-là. Et l'intelligence artificielle, en fait, ça m'intéresse énormément parce qu'en fait, c'est le gros buzz sur Montréal. Et puis même en France, sachant que là-dessus, il y a 40% d'entreprises qui en réalité n'en font pas, mais ça génère quand même 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de discuter de l'IA et puis de l'impact dans les structures d'organisation des entreprises. C'est quelque chose d'un point qui m'intéresse énormément. Voilà, bonne journée. À tout à l'heure, à tout de suite, à maintenant. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous inviter à me rejoindre à l'espace de co-construction mars 2019. Voilà. Et donc, avant de commencer, on va faire notre exercice classique de lâcher la souris, fermer les yeux et prendre 3 inspirations et 3 expirations. Et puis, on commence à travailler en silence. Allô? Oui, bonjour. Dalila? Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour Désolée pour le Dalila. retard. Oui, désolée pour le retard. Tu peux te présenter si tu veux. Oui, donc
Donc, moi, c'est Dalila Bebouchi. Je travaille dans un centre de recherche. Je poursuis en thèse en sciences de l'éducation avec l'université de Lille, donc exclusivement à distance. Et je partage avec vous dans le collab depuis bientôt, depuis 2009, bientôt 10 ans quand même. Voilà. Et ça m'intéresse, la collaboration, le co-développement, la co-création. Allô? Oui, excellent, merci. Alors là, on est en train de mettre... Allô? Oui, je t'écoute parfaitement. Oui, On ma est, on est en train de mettre connexion les n'est bulles. pas très bonne. D'accord. D'accord. Bon, ça commence à se stabiliser, alors on va ouvrir le micro et je vais inviter Dalila à faire présenter ses bulles. Est-ce que tu peux parler de tes bulles, Dalila? Oui, je n'ai pas mis beaucoup. Donc, pour répondre à la question, donc ils sont tout à fait en bas. Donc, pour moi, c'est comprendre déjà les défis de l'IA, de l'intelligence artificielle. Pour comprendre ces défis, il est plus que urgent de mener dans les organisations, auprès des directeurs, etc., un débat collectif, un dialogue social, faire comprendre qu'est-ce que ça peut rapporter cette intelligence, vu que j'ai vu un peu plus haut qu'il y avait il y avait des participants qui ont mis donc il y a de la compétitivité du point de vue donc du point de vue donc il y a et puis il y a aussi des postes qui vont être changés. Donc pour moi c'est nécessaire justement d'accompagner ces organisations au changement, d'accompagner le personnel des organisations au changement. J'avais mis aussi une bulle sur donc créer de la confiance. La nécessité aussi de créer cette confiance quant à Bon, on vient de perdre Dalila. Donc, merci Dalila, mais elle va, j'espère, pouvoir revenir là. Donc, qui veut interagir à ce moment-ci? C'est Jean. Oui, Jean-Claude? Oui, ce ne sera pas long. OK. Ce qui me préoccupait justement dans ce que Dalila ramenait, c'est tout le fait que quand on travaille avec ces outils-là, la difficulté qu'on a, c'est arriver à établir comment est-ce que ça va créer de la valeur. Puis là, on va dire, comme on ne le sait pas, là, on va dire comment est-ce que ça va avoir d'impact. Dans certains cas, là, on va dire on va faire des avancées, puis dans d'autres cas, là, on va dire on va faire des régressions. Là. Et c'est tout ça un peu la question qu'on a. Quand on commence à aborder ce sujet-là, si on n'a pas de moyens d'avoir au moins une perspective de création de valeur, on risque justement de se ramener dans un débat social et là, on va être en difficulté. Là.
C'est pour ça que moi, j'avais mis aussi une bulle où il faut voir quand est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence des groupes. Et là, on va dire ça ouvre tout justement sur le fait de l'utilisation, du passage de l'intelligence actuelle qui est l'intelligence des groupes à une intelligence qui est plus une intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a Pour, quelqu'un qui veut réagir là-dessus? pour rebondir à ce que tu disais, Jean-Claude, j'ai mis quelques chiffres dans le tableau. Donc, c'est une étude qui a été faite par le BCG Consulting et donc et qui montre l'intérêt des dirigeants par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, quand on regarde à peu près les pourcentages, on voit que 41% estiment ont un focus sur la productivité et sur l'optimisation des processus. Après vient la relation client. Donc, la relation client, c'est tout ce qui est chatbot, tout ce qui est accompagnement éventuellement du client avec l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'il y a quand même une préoccupation sur l'optimisation des processus, au même titre que, par exemple, l'informatique est arrivée et puis les ERP ou un ensemble d'outils qui ont permis de développer, on va dire, la productivité de façon extrêmement importante. L'intelligence artificielle va permettre éventuellement de remettre en cause des processus qui sont acquis dans les entreprises et d'en développer des nouveaux. Et notamment, je parle à un moment donné du collaborateur augmenté. C'est un collaborateur qui va avoir une expertise, on va dire, de plus en plus pointue par rapport aux compétences qu'il a actuellement. Et donc, il va devoir travailler avec l'intelligence artificielle dans le cadre de ces prises de décision. Et d'où un dilemme que j'ai mis si le pilote n'est plus le pilote dans l'avion, qui c'est qui va prendre le contrôle et puis qui c'est qui va mettre en place, on va dire, les responsabilités derrière, quoi. Donc voilà, parce qu'un utilisateur peut très bien se reposer sur l'intelligence artificielle. Ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, notamment si les données économiques venaient à changer, l'algorithme peut générer des défauts. Et donc, si on ne met pas en place derrière des processus d'audit importants, en fait, comme on est dans un système d'auto-apprentissage, donc l'algorithme va apprendre de lui-même et on ne saura plus qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné et quelles seront ses orientations et ses prises de décision. Donc là, il y a un gros dilemme sur le contrôle de l'algorithme et aussi sur les prises de décision et les responsabilités, à mon sens. Joël, justement, parce que la préoccupation que j'avais quand je le mettais, on va dire, je faisais le corollaire avec ce qui se passe au niveau de l'environnement. On a eu dans les dernières années, justement, des entreprises qui ont essayé, on va dire, de faire justement une meilleure productivité, puis, de créer de la valeur, puis on va dire, je vais le mettre entre guillemets, on va dire, mais l'impact que ça a eu sur l'environnement est catastrophique, là, on dirait. Ils ont été obligés de faire un débat social actuellement, un débat de groupe pour justement ramener ça à des décisions qui vont sortir des décisions strictes de productivité. C'est où l'endroit, dans le cas de l'intelligence artificielle, où ce qu'on va choisir de dire, ah, cette occasion-là, on dirait justement, on dirait, je peux utiliser des algorithmes et sur le long terme, ça va avoir des impacts positifs. En fait, derrière ça, aujourd'hui, c'est beaucoup d'algorithmes. Donc, ouais, c'est ça. Moi, des choses qu'on ne voit pas, mais de plus en plus, on va avoir des interfaces graphiques UI qui vont permettre éventuellement soit d'ajuster des paramètres ou soit créer on va dire des nuages avec, par exemple, différents types de couleurs. Et en fonction de la masse des points qu'on va voir, en fait, ça va avoir une certaine signification. Et donc, en fait, ces softwares, ils arrivent tout doucement sur le marché. L'interface UI va être de plus en plus optimisée. Et après, si vous voulez, c'est là où, en fait,
l'algorithme va travailler sur tout ce qui est l'approche calcul, big data, sur des métadonnées qui sont absolument énormes. Et là où l'expertise va se faire à mon sens, sur l'employé, c'est sa capacité de synthèse à interpréter ce que l'IA va lui donner, de façon à prendre éventuellement une décision en relation avec ces résultats. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne confond pas algorithme et intelligence artificielle? Moi, aujourd'hui, si tu veux, je lis plein de trucs là-dessus depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses qu'on appelle intelligence artificielle. C'est juste de l'algorithmique de base, avec quelques algorithmes mathématiques un peu plus poussés que ce qu'on a pu faire il y a 20 ans. Mais ça va pas loin, je dirais. Et donc, je vous ai mis en lien un peu plus bas, il y a un interview de celui qui a créé Siri, qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Je vous invite à le lire, à l'écouter. Oui, j'ai discuté un peu avec lui par email. Par email et donc je trouve que sa vision est pas mal. Moi, je dis pas que ça non, va. elle n'est pas fausse parce que lui, il parle d'intelligence augmentée au lieu d'intelligence artificielle. Ouais, parce que aujourd'hui, si tu veux faire des algorithmes pour augmenter la productivité ou améliorer l'interface utilisateur, pourquoi pas, mais c'est avant toute chose, c'est de l'algorithmique, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des choses vont changer. Tu parlais justement, là, on va analyser des data et ainsi de suite. On va dire, ah oui, maintenant, pour simuler tel truc, ou ce que disait Jean-Claude, en fait. Ah ouais, on a simulé, on a augmenté ça, mais on a détruit plein de trucs à côté. Donc, parce que justement, on a vu qu'un point de vue à un moment donné sur l'algorithmique, on a voulu résoudre une question, donc ce qui est déjà pas mal, en mettant plus de données qu'on pouvait traiter par avant, ça c'est bien, mais il n'empêche qu'à un moment donné, après il y a du contrôle à faire. Est-ce que l'algorithme il correspond vraiment à ce qu'on a fait dans le temps, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai travaillé avec des data scientists là, ces derniers mois, ces dernières années. Eux-mêmes disent notre algorithme, il répond à un point précis. Moi, je vois avec Jean-Pierre Mal, qui est un data scientist assez renommé en France, si tu veux. Ces algorithmes sont très poussés puisque ça prend en compte tout ce qui est biais humain ou ce que tu veux. Mais ça ne répond qu'à une ou deux questions, parce que l'analyse situationnelle qu'il utilise pour répondre à la question de l'assureur, est-ce que mon taux de sinistralité va augmenter ou va baisser, on répond qu'à cette question-là. Et si demain, dans la voiture, ou je sais pas moi, il y a un nouveau type de pneu ou un nouveau type d'intempérie qui arrive ou quoi que ce soit, l'algorithme ne saura pas le traiter. Donc, oui, non, je suis d'accord avec toi. Actuellement, les algorithmes sont extrêmement pointus et focalisés, ça c'est sûr. Et à partir du moment où on commence à mettre des variables un peu plus ouvertes en tant que telles, il est clair que là, ça ne marche plus. Et là, moi, je rejoins Jean-Claude, hein, parce que c'est là où la communication de groupe elle va prendre toute sa valeur. Donc, l'humain va prendre toute sa valeur. Alors, moi, j'ai mis un groupe d'exemples. Donc, un exemple, c'est la reconnaissance de caractère. Donc, je pense que vous m'écoutez pas, là. OK, là c'est mieux. Donc, l'exemple, c'est la reconnaissance des caractères. Ça donne un sérieux coup de main aux banques pour traiter les chèques qui sont signés. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret, d'identifier les signatures et puis de voir tout ça. La création d'articles aussi. Récemment, il y a eu un article sur la création d'articles de journalistes. Et donc, ils ont arrêté parce qu'à un moment donné, l'algorithme lui-même pouvait mettre en place une certaine perversité dans la finalisation du texte. Bon, bref, ce sont toutes des expériences, mais qui montrent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et l'impact sur, je dirais, les compétences ou les métiers va être extrêmement importante dans les années à venir. Pour le moment, on traite beaucoup de données, certes, mais après, on va devoir revoir toutes les fiches de compétences des personnes, d'où l'intérêt aussi au niveau des formations, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au niveau de la formation. Ces éléments-là pour mettre en place, on va dire,
on va dire, les savoirs, que ce soit des savoir-être ou des savoir-faire auprès des futurs étudiants et puis que ceci soit aussi, on va dire, employable par le futur par rapport aux besoins des entreprises dans ce domaine-là. C'est ça. Mais pour avoir travaillé moi-même à faire un système à base de connaissances qui s'appelait Statex, donc justement, c'est dans le sens de faire un utilisateur avec un savoir augmenté, donc lui partager le savoir-faire d'un expert. Et à ce moment-là, mais en lui proposant toute une démarche étape par étape, donc qu'il peut faire selon la qualité de ses données. Donc, il peut analyser la qualité de ses données et puis il peut lui suggérer des méthodes et peut l'aider même dans l'analyse des résultats. Donc, ouais, ça, tu touches un point vraiment important, Joël, c'est la qualité de données. Et énormément d'entreprises ont des entrepôts de données, mais ça part en vrille Eh ben, pour moi, c'est une erreur, si tu veux. Parce que quand tu fais de l'intelligence artificielle, faut que tu aies toujours dans la tête que tu n'auras jamais l'exhaustivité des données et que tu ne sauras jamais si les données sont vraies ou pas vraies. Si tu pars sur un prérequis en disant les données, elles sont valables et elles sont complètes, tu fais de la statistique, tu ne fais pas de l'intelligence artificielle. Pour moi. Oui, non, mais je suis d'accord. On est dans un monde d'incertitude. Donc, si aujourd'hui, tu n'auras jamais toutes les données et tu n'auras jamais la certitude que les données sont bonnes. Non, moi, quand je parle de qualité des données, je parle de la même qualité des données. Regarde, aujourd'hui, sur Google, tu recherches la Terre est plate, tu vas trouver plein de réponses. Donc, on pourrait dire. Ouais, elle est plate. Non, mais Pascal, quand je parle de qualité de données, je parle de données structurées ou non structurées à l'intérieur de la base de données. Et donc, et là-dessus, les entrepôts de données des entreprises, en fait, il y a vraiment un travail de fond à faire. Là, pareil, je ne suis pas d'accord. Si tu veux. Aujourd'hui, les données que les entreprises gèrent, ça représente 30% de ce qu'ils ont besoin pour faire leur business. 70% des données sont en dehors de l'entreprise. Donc ta base de données, c'est bien qu'elle soit structurée. Un problème, ça. 70% des données sont en dehors de l'entreprise. Tu vas aller chercher dans des bases de données ouvertes. Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est tout l'intérêt des microservices, des API ou ce genre de choses. Demain, je veux me connecter à Santé Canada et puis je veux connaître le nombre de personnes qui ont, je sais pas, travaillé sur les personnes chauves et savoir pourquoi elles sont chauves et quels sont les, on va dire, tout un ensemble. Il y en a beaucoup autour de cette table, mais bon. Je suis capable de voir et de développer un produit par rapport à ça. Justement, sur la qualité des données, il y a tout un effort à faire de repenser toutes les entrepôts de données et de qu'est-ce qu'on va analyser et quels sont les besoins là justement, parce que on peut revoir la productivité des pays en fonction des connaissances, des produits complexes qui sont faits. Et de voir, bon, à ce moment-là, quels sont les produits qui pourront être développés par rapport aux compétences qui sont présentes dans ce pays-là. Mais ça exige toute une analyse de savoir quels sont les produits qui sont développés, quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour ce produit-là. Et donc, c'est pas sûr qu'il y a ces données-là dans toutes les régions, quoi. Et en plus, vu la quantité de données qui sont créées tous les jours, toutes les secondes, comment tu n'auras jamais l'exhaustivité, ça c'est clair. Et donc, l'intelligence artificielle va nous aider, comme le fait Watson sur la médecine, à pouvoir ingurgiter et essayer de comprendre tous les thésaurus qu'on a pu mettre en ligne ou quoi que ce soit. Mais bon, il n'aura jamais tout. Et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Mais dans l'intelligence artificielle, il faut avoir en tête que tu n'auras jamais l'exhaustivité et tu ne seras jamais sûr que les données sont justes. Donc il faut que tes algorithmes prennent l'incertitude en route. Et c'est là où la difficulté elle arrive, parce que bon,
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est mise en place, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'imagination. Elle reproduit exclusivement des choses qu'on lui a demandé de faire. Elle dessine les treillis de Galois et ainsi de suite, qui sont utilisés par les data scientists, qui permettent en fait de traiter des milliards d'informations et de pouvoir tirer des profils sur la question posée. Mais si tu veux, je pense que là-dessus, on en est encore au début et que moi aujourd'hui, je me fais un petit peu la bouche du coche. En fait, c'est en fait, on est en train de nous vendre du rêve et qui n'est pas encore là, en fait. Ouais, mais bon, ça n'empêche pas de plus en plus d'entreprises utilisent ça, et notamment, je prends le cas du recrutement, qui est un point important. Et tu peux laisser des informations, on va dire, qui sont a priori, on va dire, complètement hétérogènes. Une information sur Facebook, une information sur WhatsApp, une information sur Pinterest, une information sur LinkedIn, une information ailleurs, et tu te dis, OK, j'ai le contrôle de mes informations, parce que je peux les supprimer. La réalité, aujourd'hui, c'est que tu n'as plus le contrôle de rien du tout, puisqu'en fait, l'algorithme qui va être derrière va être capable d'aller chercher toutes ces informations-là et retisser tout un profil psychologique derrière toi, quoi. Et donc là… Oui, mais là, pareil, là, je suis d'accord avec toi, ça aide le recrutement. C'est sûr qu'on ne recrute plus comme avant et que les algorithmes aident les recruteurs. Mais, je dirais, quand tu as posté une photo sur Facebook où tu parles d'humour ou de deuxième sens ou troisième sens, ou tout comme ça, ou des sens cachés ou des choses qui sont liées à la culture ou quoi que ce soit, l'algorithme, il apprendra. Aujourd'hui, il ne saura pas le traiter. Pas forcément, parce que si cette donnée-là a des métadatas, l'algorithme est capable, par de ces métadatas. Moi, je suis assez sceptique, si tu veux, là-dessus. Je te dis, les dernières années, mes 2 dernières années où j'ai bossé, à partir, enfin 2018 et 2017, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres data scientists. Je crois à l'intelligence artificielle qui va arriver, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de trucs là-dessus et je pense qu'on fait de l'algorithme aujourd'hui, c'est tout. C'est OK, je réponds à une question d'algorithmique en brassant 10 fois plus de données que j'étais capable avant, ça c'est bien, en mettant des algorithmes mathématiques qui sont capables d'absorber et de comprendre des choses, en utilisant la sémantique, la reconnaissance de caractère, comme disait Joël, ça c'est certain. Il y a encore là-dessus, il y a encore des choses où moi je participe à un truc communautaire sur la généalogie. Il y a des vieux registres qui sont scannés. L'OCR, il ne marche pas. Hein. Il n'y a que l'œil humain qui va savoir lire la fiche du soldat napoléonien ou de l'arrière-grand-père qui est mort au Venezuela. L'intelligence artificielle, si elle était là, elle pourrait répondre à ça. Elle n'est pas encore là. Ah, mais super. Non, mais la critique est super, quoi. Ça permet un bel échange aujourd'hui. C'est ça, j'ai voulu aujourd'hui jouer ce rôle de bouche du coche. Ouais, non, mais t'as raison, là. Faut y aller, quoi. C'est ce qui fait le débat, quoi. Mais on n'entend pas les personnes issues de l'éducation. C'est intéressant de voir leur perspective et puis comment ils voient ça par rapport à l'apprentissage, mais aussi par rapport à l'insertion dans le milieu professionnel. Juste un commentaire, c'est Jean-Claude. Juste un commentaire. C'est sûr qu'il faut voir que quand le premier élément qui a été rajouté sur une voiture, OK? La personne qui l'a rajouté, on dirait, a fait un guess. On est exactement au même endroit, on va dire, dans le cas de l'intelligence artificielle. On essaye quelque chose, là. OK? Dans certains cas, ça va produire. Je pense justement à l'injection électronique. Comment je vais dire? Dans le premier qui l'a essayé, on dirait, était en écart avec ce qu'il y avait dans l'industrie dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est raccroché à ça parce qu'on a fini par prouver que ça avait une incidence significativement positive pour l'utilisation de la voiture.
OK? On est à la même place aujourd'hui en intelligence artificielle. C'est sûr qu'il va y avoir des endroits où ce que ça va être positif, mais il y a aussi des endroits où ce qu'on va se planter. C'est clair. Là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mais j'avais une question, moi, parce que je pense que c'est Stéphane qui avait mis une bulle concernant la création d'une équipe en intelligence artificielle. Là. Puis on dirait, est-ce Oui. qu'on est sur le bon endroit ou pas le bon endroit quand on crée une équipe spécifique? Là? Oui, en fait, justement, c'est une équipe intelligence artificielle Pascal parlait justement de data scientist ou autre. En général, dans une équipe d'intelligence artificielle, on va avoir des data scientists et des ingénieurs en intelligence artificielle. On peut avoir des gens qui vont programmer pour l'intelligence artificielle. Alors, c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai rajouté dans le domaine intelligence artificielle, machine learning, deep learning. La stratégie à développer d'intelligence artificielle. Pascal, tu évoquais effectivement, on a une question, on a une donnée, on a un but, et c'est vrai que face à des données inattendues, comment il va réagir, et voilà, ça, bon, c'est au niveau algorithme. Mais Ça dépend du domaine. Par exemple, aujourd'hui, c'est utilisé dans la reconnaissance voilà, des c'est personnes, justement, des faces, des photos. c'est Alors, ça. tous les systèmes actuellement, les iCloud et autres, vont te permettre de reconnaître que ça, c'est la photo d'un membre de ta famille. Voilà. Et donc, bon, il y a quand même un but. Moi, je pensais à la voiture autonome, je pensais justement à ce que tu viens de dire, aux reconnaissances. Et ce que disait Loïc, c'est vrai que maintenant, les bases de données, alors, il avait pris pour le cas des ressources humaines, mais on va être petit à petit bloqué. Et j'avais mis développer donc aussi l'empathie, parce que c'est l'empathie qui, justement, enfin, tout ce qui est humain qui va être, comment dire, que l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de faire. Donc, c'est vraiment l'élément différenciant. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est enclenché et qui va très vite. Et il y a des plateformes comme GitHub au niveau Google qui sont ouvertes, et moi je l'utilise, en utilisant les API, en utilisant les programmes qu'ils ont fait. On peut faire, en utilisant par exemple des bases de données, faire des reconnaissances de vêtements. Voilà, par exemple, il y a des petits programmes. Mais voilà, c'est ouvert. Donc il y a GitHub, il y a les MOOC qu'on peut trouver, Stanford, notamment un responsable de Google qui maintenant fait des MOOC, etc., et qui vraiment donne beaucoup d'éléments sur le machine learning, sur le deep learning. Donc, ça va très vite. Ça risque d'aller très vite. C'est ça que je veux dire. Ça se démocratise très rapidement, parce que, bon, on voit Alexa, l'Echo ou c'est ça. de Google. Bah, aujourd'hui, pour un particulier, il est parfaitement possible de faire on va dire, son application. Donc, c'est ça. C'est ce qu'avait fait. Dialogflow, par exemple, bon, c'est beaucoup de chat, mais il est parfaitement possible de créer un chat, mais ce chat, il ne va pas être uniquement sur le web, il va être en relation avec Facebook, il va être en relation avec Skype et tout un ensemble d'outils. Voilà. Donc, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'arbre de connaissances. Oui, mais ce que je veux dire, Pascal, quand tu utilises ce genre d'outils, après, si tu veux, tu as toujours un effet d'apprentissage qui est derrière. Et donc, en fait, il faut le maintenir. Et donc, en fonction des questions qui vont être posées, puisqu'en fait, pour une réponse, tu as plusieurs questions, et ben, l'outil, au départ, il ne va pas être capable forcément d'identifier toutes ces questions-là. Et au fur et à mesure que tu vas lui dire, ah, ben, tiens, telle question, c'est avec tel ou tel rapport, ben, il va être capable après de faire beaucoup plus on va dire, de corroboration et d'apporter les réponses. Tout à fait d'accord, mais il faut en mettre les mains dans le moteur.
Oui, tout à fait. Tu peux pas, comme tu Ouais, dis, pour une je réponse, travaille. tu as plusieurs questions. Oui, Toi-même, tu peux pas identifier toutes les questions en tant que telles. Donc, un humain, eh ben, il va falloir derrière ça regarder ce que l'humain propose et réajuster les réponses parce que la réponse peut être bonne comme elle peut être mauvaise, ce que l'intelligence artificielle peut faire. et en tout cas, ça ouvre des perspectives et, comment dire, c'est aussi la combinaison de l'intelligence collective et de l'intelligence aussi artificielle ou machine learning ou d'apprentissage. Donc, il y a des transformations qui vont s'opérer en termes de collaboration, de façon de travailler. Moi, je pense à ce qui s'était passé avec Sun. Il avait ouvert, donc c'était l'open innovation. Mais ça va aussi changer les façons de se former. C'est-à-dire qu'on pourra se former j'avais suivi les cours de Marc Gigé à Paris il y a plus de 12 ans. Et il disait déjà que des ingénieurs indiens ou chinois commençaient à travailler avec des cours qui étaient ouverts au MIT, etc. Il disait ça commence à se transformer. Mais je pense que là, maintenant, on y est. C'est-à-dire on peut vraiment se former. Voilà, et ça pose la question de la notion de diplôme. Parce que quelqu'un qui est vraiment, et on le voit, il y a des boîtes qui bien souvent, avant qu'ils sortent des grandes écoles, etc., ils sont embauchés et puis ils font. Si on sait faire, on sait faire. Mais le diplôme, bon, oui. Et en plus, le diplôme derrière, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les business schools où on va former selon un point de vue, selon une façon de voir les choses, etc. Et voilà. Ça, j'aime bien ce que tu dis. On va former, on va forger l'individu par rapport à une approche, à une éthique. Parce Exactement. que chaque business school a ses propres, C'est ça. C'est a ça. sa propre culture. Et on le voit même là. Je vais revenir en France avec la fameuse plateforme, je sais pas comment elle s'appelle, d'éducation où les étudiants sont obligés de proposer leurs vœux. On essaye maintenant de Ouais. de forger les étudiants sur un métier d'expert, Parcoursup, c'est en leur Parcoursup. donnant une ouverture sans leur donner une ouverture, quoi. Tu parlais de Parcoursup, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Parce que il y a eu, j'ai lu quelques documents sur l'algorithme, le premier algorithme auquel il y a eu beaucoup de critiques parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Après, il y a une deuxième version qui est sortie avec des données beaucoup plus ouvertes en tant que telles. Toutefois, il y a aussi des données confidentielles et en fonction de tout un ensemble d'éléments, on va orienter l'individu. Je prends un exemple, tu as un élève qui est très moyen, on va dire jusqu'au bac, lui permettre de rentrer dans une filière, on va dire universitaire, on va dire en mathématiques, ça sera négatif. Alors que si ça se trouve, il sera très bien à l'intérieur. Donc, on ne peut pas déterminer, si tu veux, quelqu'un par rapport forcément à ses notes, puisqu'il ne peut rien foutre, on va dire, pendant tout son cursus au bac, et puis en fait être quelqu'un qui est vraiment très individuel, très autonome, et qui passe à l'université où tu as un individualisme quand même très poussé au niveau de l'apprentissage, ben là, il pourrait être très performant. Et là, Ouais. par contre, ne peut pas le faire. Ouais. Il y a un point que j'aimerais noter que j'ai développé la résonance. Cette notion de résonance, je trouve elle est importante, sans passer par le concept de résonance qui est large, qui est développé par Hartmut Rosa, qui est un livre sur la résonance qui est vraiment très, très intéressant. Mais c'est surtout cette idée que finalement, ça peut présager une nouvelle façon de se former, mais surtout
en termes de résonance, c'est-à-dire selon les besoins réels pour répondre à enfin, les besoins réels, mais pour répondre à comment dire, des problèmes réels en entreprise ou dans les organisations, etc. Parce que bien souvent, on va faire une formation générale et qu'est-ce qu'on va utiliser de tout ce qu'on a appris ou autre, voilà. Comme je disais, moi, j'ai suivi le cursus, je suis docteur, etc. Mais j'ai fait de la chimie, chimie physique. J'utilise même pas Bon, donc, quand on réalise voilà, comment l'avenir de la formation peut se faire, il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir et je pense que là, il y a des business models, il y a des formats qui sont à inventer. Voilà. C'est la dynamique qui manque en fait. Aujourd'hui, on est dans il y a quelques décennies, on avait des dynamiques qui étaient très longues. Tu prenais ton métier, comme tu parles de métier, là, tu sortais de l'école, tu étais sûr de faire à 90% ton métier toute ta vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la formation qui est pas prête. Il y a les entreprises ne sont pas prêtes. Ouais. Les structures sociales ne sont pas prêtes. Rien n'est prêt, en fait. Le logement n'est pas prêt. La mobilité n'est pas prête. Si on est entré dans je dirais justement, toutes ces algorithmiques, tout le digital nous a mis dans une dynamique où le temps de cycle, il est multiplié tous les jours par 2, par 3, par 4, par 5. Et en fait, après, il faut se poser la question, est-ce que ça a un sens? Si tu veux, est-ce que ça a un sens d'aller toujours plus vite, plus loin? Ok, ça a un sens sur le long terme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas aller trop vite, trop vite? Bah, vu qu'on est dans une accélération et que former, par exemple, des individus pour moins une génération, est-ce que le système éducatif ne doit pas se transformer en tant que tel, de façon à être beaucoup plus réactif et puis Il faut qu'on fasse gaffe, si tu veux, parce que après, on risque de devenir des tâcherons, on va faire des petites tâches individuelles et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu le Arte, il y a quelques années, il était passé un super série qui s'appelait Trépalium. Trépalium, c'est le nom latin du travail. qui était très stressant comme truc, parce qu'en fait, tu apercevais que les 80% des êtres humains étaient devenus des machines. En fait, on leur demandait de valider des données toute la journée. Et puis, bon, en fonction du nombre de données que tu validais et du niveau que tu avais pour X raison, tu avais un niveau de vie plus ou moins correct. Donc, c'est un gros risque ça peut être un gros risque avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui en fait. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le sens, si tu veux. Pourquoi moi, je suis pas anti-techno, bien au contraire, mais la techno, je veux bien, mais est-ce que ça apporte un sens à ma vie? Est-ce que le fait, les voitures autonomes, ok, on dit on va vers les voitures autonomes, moi, j'ai rien de contre, ça me dérange pas. Parce que pendant ce temps-là, je pourrais lire un bouquin plutôt que de tenir mon volant. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas, si tu veux. Mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est vraiment, comme disait Jean-Claude, est-ce que les effets collatéraux vont pas être pires que ce qu'on rapporte en fait? On n'en sait rien en fait. Ben exactement. Actuellement, un des grands défis, c'est pouvoir donner des possibilités de job à une grande quantité qu'on va appeler classe moyenne. Et ce n'est plus le cas. Donc, alors, les personnes qui obtiennent des jobs, c'est des personnes très ciblées qui ont certaines capacités qui leur a pris beaucoup de temps de développer. Et on court après ces compétences. Et puis, il y a beaucoup de monde qui est laissé sur le chemin. Donc, on fait face à des troubles sociaux assez colossaux. Donc, il y a des questions d'éthique très grandes. C'est une question de fond, ça. Ouais. Est-ce qu'on doit rémunérer le travail ou l'activité? Parce qu'il y a deux choses différentes, en fait. Parce que si tu rémunérais les activités que tu peux faire dans ta vie, parce que
dans ta journée, tu fais du travail, tu fais des choses pour les réseaux sociaux, tu fais des choses pour ta mairie, enfin, tu peux faire des choses pour ta mairie, pour ton association sportive ou quoi que ce soit. Si on rémunérait toutes ces actions qu'on peut faire pour qu'on puisse en vivre correctement, peut-être qu'on aura une autre vision et qu'on aura moins de problèmes de chômage. Enfin, je dis pas que c'est une solution, hein, moi, j'essaye d'ouvrir un débat, si tu veux. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que je suis d'accord avec toi, Joël, c'est qu'on est de plus en plus de monde et de moins en moins de travail. Donc, à un moment donné, il y a un problème mathématique qu'on a du mal à résoudre. Donc, et comment on peut vivre correctement avec le contexte mondialisé où les prix augmentent, enfin plein de choses comme ça. Et demain, tu fais la solution, c'est bien. Non, non, arrête. Sortez mon gilet jaune. Mais c'est là où, au niveau du fond, il faut se poser des questions. C'est quoi le sens? Moi, je veux bien que l'intelligence artificielle puisse m'aider. Je veux bien que Watson aide mon médecin, mon oncologue et ainsi de suite à me soigner. Ça, d'accord. Mais in fine, il faut qu'il y ait un sens. C'est ça, et il y a les questions éthiques aussi, comment orienter toutes ces recherches et ces travaux selon une éthique, selon comment est-ce que ça contribue à ce que tu disais, le bien-être des personnes, ou ça fait l'inverse, là. Et donc, Ouais, mais là encore, il y a deux choses. Autant en France, en Europe, on est protégé d'une manière ou d'une autre, un peu avec la RGPD, mais tout à l'heure, comme j'ai dit que l'information, on pouvait la prendre un peu à droite, à gauche, ce qui veut dire que la RGPD est un peu obsolète avant qu'elle est obsolète. Au Québec, enfin au Canada, on n'a pas ce type d'éléments, mais récemment, avec l'ouverture du MILA, donc le laboratoire, un centre de recherche qui est pas très loin de chez moi sur l'intelligence artificielle. Le Québec a été en avant pour proposer la signature d'une charte éthique que le gouvernement n'a pas voulu signer pour une raison qui est simple, qui est liée à la compétitivité des entreprises et à laisser complètement qu'on s'appelle le contraire de hiérarchie, là. Laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent et comme elles veulent, de façon à pouvoir, si vous voulez, développer leur processus, leur modèle d'affaires, et puis sans contrepartie au niveau de la confidentialité des informations que les individus peuvent donner. Donc, on est un peu dans une foire actuellement. Donc, comment ça va se résoudre c'est une question de fond, en fait. C'est aujourd'hui, les entreprises ont pris le pouvoir sur les politiques. Donc, tout à fait. Donc, OK. Alors après, je ne dis pas que le modèle politique est le meilleur, mais aujourd'hui, l'entreprise, au Canada, demain, les GAFA aujourd'hui, elles sont plus puissantes que 90% des pays dans le monde, financièrement en tout cas. Donc, oui, mais Pascal, toujours au Canada, théoriquement, le Canada voulait suivre la RGPD de l'Europe, mais ça ne plaisait pas à Facebook. Donc Facebook a fait du lobbying auprès du gouvernement canadien pour enlever telle ou telle clause dans leur nouvelle loi, et en contrepartie, ils leur ont dit OK, on va ouvrir un centre de recherche, on va dire, à Montréal. On t'entend plus, Pascal, là. c'est l'économie qui a pris encore le dessus. Aujourd'hui, on n'a qu'une vision économique des choses. Donc, oui, mais un tableau Excel. Quand il y a des gros troubles, là, comme l'affaire Boeing, par exemple, ouais. Le gouvernement actuel a remis en question tout le processus de certification des avions. Alors, ils sont en train de réanalyser tout ça. Donc, parce qu'à un moment donné, c'est des questions d'éthique et même l'algorithmique n'a pas été bien travaillé là. C'est pas éthique, c'est purement économique. Ben, c'est éthique. S'il n'y a plus de Boeing en l'air, ça veut dire que Boeing ne fait plus de chiffre d'affaires, ça veut dire que
ces produits ne sont pas bons. Donc, ça veut dire que l'entreprise peut fermer et mettre la Ouais, clé. mais Joël voulait parler de l'algorithme qui a fait que deux avions se sont crashés, en fait. C'est là où, si on revient à l'éthique, c'est normalement, à un moment donné, les pilotes auraient dû pouvoir débrancher le truc et dire hey, stop, on arrête tes conneries, c'est nous qui allons. Parce que bon, il y a des cas de figure où l'être humain aurait certainement pu plus facilement s'en sortir. Hein. Je veux dire, l'algorithmique n'aurait pas permis aux pilotes américains d'amérir dans l'Hudson à New York. Donc, sauver 100 personnes. C'est ça. Dalila, tu es revenue? Elle est repartie. Il y a personne qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. Ah, c'est moi, oui. J'essaie de. Oui. T'es revenue, Allô? Dalila? Allô? Oui. Allô? Oui, je t'entends Allô? très Oui, bien. Oui, allô, oui. vous m'entendez là? Oui, Oui, parfaitement. on t'entend. Ah ben très bien. Alors oui, alors moi je vous entends parfois je vous entends très bien et parfois c'est vraiment long, donc j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Allô? Oui. Allô? Oui, on t'entend. Oui. T'es branché sur le J'ai pas, pacemaker de Bouteflika? je suis pas. Oui. Oui, tout à fait. Alors, en fait, comme j'avais expliqué à Joël, j'ai pas une bonne connectivité depuis chez moi. En fait, j'ai une 4G. Il n'y a pas une antenne. C'est une nouvelle ville. Il n'y a pas d'antenne qui dessert cette. Il y a, je crois, une seule antenne. On est à peu près, je sais pas combien d'habitants. Donc, en fait, j'ai du mal à communiquer avec cette connexion. Mais bon, j'essaye de. En attendant la fibre optique, j'essaye de répondre à l'appel du collab. Bon, concernant l'IA, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples. Je suis pas assez documentée. Je suis pas assez documentée donc sur l'intelligence artificielle, du moins en tout cas dans le contexte. Dans le contexte dans lequel je vis, on n'a pas beaucoup de, je dirais, d'exemples concrets d'utilisation d'intelligence artificielle, mis à part tout à l'heure j'entendais Pascal parler des voitures autonomes que j'avais ou des exemples que j'avais vus sur le net, sur YouTube, etc. Maintenant, c'est vrai que introduire ça dans les organisations, je pense que ça demanderait, enfin, c'est une nécessité d'anticiper, d'accompagner donc au changement et puis à l'évolution de cette technologie. Maintenant, c'est vrai, tout à l'heure j'entendais Joël sur le plan éthique, effectivement, qu'est-ce que ça peut engendrer par la suite vu. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien là. Allô? On t'entend très bien. Oui. Ah ben très bien. Donc voilà. Ok. D'accord, mais Et moi, déjà, je t'entends très bien. déjà, il y a beaucoup de Voilà. villes qui ont installé des navettes. Par exemple, à Lyon, il y a des navettes autonomes qu'on ne connaît pas très bien, mais qui fonctionnent parfaitement et qui sont balisées et ça fait tourner le chiffre d'affaires de certaines entreprises de construction automobile. Donc, c'est quelque chose qui commence à se développer, pas seulement à la Silicon Valley. Donc, Oui, par exemple, à Lyon, à l'aéroport, il y a une nouvelle expérience où tu arrives, tu mets ta voiture dans un garage, tu laisses ta voiture dans le garage, et tu as un outil qui va venir prendre la voiture et la mettre directement sur le parking. Et au moment où tu reviens de l'avion, ben, en fait, tu rentres dans le garage et tu as ta voiture. Magique.
Et tout ça est fait à base d'algorithmes, d'intelligence artificielle pour déterminer à quel endroit tu as une phase vide sur le parking et ainsi de suite. Maintenant, sur le plan économique, ça peut augmenter. Mais par contre, on n'a pas Allô, entendu. Dalila essayait de parler là. Allô, Dalila? Non. Oui, Non. oui, oui. Oui. Là, Donc, je disais, oui, c'est bien sur le plan. Allô? Oui, 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 allô? oui. Je disais, suite à l'exemple donné sur les navettes là, dans l'aéroport, c'est bien, donc ça peut augmenter certains chiffres d'affaires de certaines entreprises. En même temps, ça réduit, comment dirais-je, il y a des gens, enfin, il y a des personnes, il y a des chauffeurs qui vont être mis en chômage. Est-ce que c'est pas, enfin, du point de vue, je dirais, sociétal, du point de vue, est-ce que c'est pas, ça ne peut pas causer voilà, des problèmes. Non, Après, parce qu'en fait, on aura besoin d'une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus compétente pour justement gérer ces machines intelligentes. Mais on réduira, enfin, on va mettre à la porte certains postes comme les chauffeurs. Enfin, je suis l'exemple qui vient être donné. Enfin, voilà. en fait, si tu vas dans un aéroport, déjà, Donc, je sais pas. Oui. Tout est automatisé dans un aéroport. Quand tu prends ta voiture, tu arrives dans un aéroport, tu vas mettre ta voiture dans un parking, tu prends un ticket. L'avantage Oui. est bénéfique pour l'utilisateur, parce qu'en fait, il laisse la voiture à un endroit, il ne saura pas où sa voiture sera garée, et il va la récupérer dans un garage à un autre endroit. Donc, il y a une optimisation des processus qui est faite, mais aussi un gain de temps pour l'usager et aussi un gain psychologique, parce que l'usager, plutôt que de chercher sa place dans un parking auquel il n'arrive pas à trouver de place, là, c'est la machine qui va s'occuper de lui trouver la place. Donc, c'est ça, il y a une transformation sociale à différents niveaux. On peut réfléchir, par exemple, dans l'histoire à l'arrivée de l'arbalète en Europe, qui a causé énormément tout un changement social complet. Et ici, il y a l'arrivée d'outils qui provoquent un changement. Alors, par exemple, toute la l'ubérisation de l'économie. C'est pas juste ça, mais il y a comme ces processus-là. Avant, on ne parlait pas de coworking, mais aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Et même, je lisais, les conseillers de start-up recommandent va-t'en travailler dans un centre de coworking dès la première journée de notre entreprise. Oui, mais là aussi, les coworking en tant que tel ne peut plus être généraliste, il faut qu'ils deviennent spécialistes dans un domaine précis. Par exemple, avec Ecto, c'est plus orienté sur le social. Ce qui fait que toi, si tu es un travailleur dans le social, tu as plus intérêt à aller à Ecto que d'aller à WeWork. Ça dépend des communautés, effectivement, mais il y a quand même une masse critique de personnes qui peuvent échanger sur certaines problématiques propres aux startups, grosso modo. Donc, un certain savoir-faire qui est plus facile, plus rejoignable. Donc, on n'a pas entendu Crimo. Est-ce que tu as un petit commentaire? Non, je suis toute écoute. C'est ma première expérience et je vous écoute. Je me comporte comme une éponge, d'essayer de comprendre un peu toute la problématique de l'intelligence artificielle. En fait, j'ai pensé à quelque chose qui a plus attrait avec à mon domaine, qui est le domaine de l'évaluation et du feedback. Et je serais prudent à utiliser, avec les remarques très pertinentes qu'a fait Pascal et Stéphane, est-ce que c'est du data mining, est-ce que de l'intelligence artificielle? Dans le domaine où je suis, qui est le domaine d'extraire
des évaluations, les feedbacks des étudiants sur les cours qu'ils ont pris. Mm. Ce domaine devient aujourd'hui, on parle même de l'économie de l'expérience de l'usager qui donne son feedback sur quelque chose. Et je vous donne un exemple très simple. Mm. Ça fait 4 mois de ça, SAP a acheté une compagnie américaine qui s'appelle Qualtrics, qui sont très connus dans le domaine du feedback, à 8 milliards de dollars. Et pourquoi? Parce que SAP veut être au devant de la scène. Ils ont 70% des data mining mondiales. Mm. À cela, ils veulent coller le feedback des gens pour créer cette économie de l'expérience. Donc, avoir juste les données ne suffit pas. Ils veulent aussi avoir le feedback. Et donc, ce feedback-là va être extrait de tous les feedbacks donnés par Facebook, par lettres, par voix. Ils veulent faire du machine learning, Ouais. poussé à bout pour extraire toutes ces données-là et Mm. donner le feedback au moment voulu à la personne nécessaire dans le processus, un peu comme fait Amazon en fait. Mais Mm. ils veulent l'élargir à tous les domaines. Donc c'est très intéressant comme mouvement qui se fait parce que bon, quand SAP achète à 14 fois la valorisation d'une entreprise, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un créneau là-bas. Donc, en fait, l'un des problèmes qu'ils ont, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes formées en intelligence artificielle pour Mm. développer tout ce qu'ils veulent développer pour pouvoir capturer ce feedback qui va venir un peu partout. Et encore une fois, la clé ici, c'est de le donner au bon moment à la bonne personne qui doit prendre une action sur ce feedback. En ce sens, ça peut être extrêmement intéressant. En fait. Ouais. C'est C'est ça, comment le et nom? c'est que la question que je posais, quelles sont les perceptions qui guident notre action? Et donc, il faut établir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on perçoit quand on va prendre une décision, quand on va agir, et comment on va créer de façon artificielle tout ça. Le problème, c'est Et là, qu'aujourd'hui, Crébo, tu soulèves un point très juste. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, moi je l'ai vu, dans la boîte où j'étais avant, là, on a développé quelques algorithmes d'intelligence artificielle sur des sujets bien pointus. La difficulté de trouver des informaticiens qui savent faire de l'intelligence artificielle, travailler in memory, d'avoir un niveau mathématique très élevé. Et donc là aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas grand monde. Ouais, et c'est vraiment l'un des points dans ce deal, ils savent bien que ça va être un des problèmes qu'ils vont avoir parce que à la vitesse qu'ils veulent emmener cette économie de l'expérience. Je traduis de l'anglais au français, je ne sais pas si c'est l'équivalent en français, on parle des experience economy. Ouais. C'est carrément un nouveau concept d'économie qui est en train de sortir, mais ils n'ont pas les outils ne viennent pas avec aussi rapidement que les concepts et les idées. Mm. Et le nom de la société, c'était comment tu as dit? Qualtrics. La compagnie s'appelle Qualtrics, celle qui a été achetée par SAP, c'est ça? Je reviens juste sur mon article que j'avais dû préparer pour le présenter ici. Ouais, je peux vous envoyer quelques articles que j'avais. Ah, volontiers, ouais. Oui, ce sera avec plaisir. Oui, oui. Je vais te montrer comment mettre les articles. Tu fais des bulles et Okay. puis tu mets dans la bulle le lien. Par exemple, si tu regardes là, Ouais, quand tu fais la... J'ai mis économie de l'expérience et puis là, il y a un espace pour marquer hyperlien. Ouais, d'accord. Alors, tu marques les hyperliens comme ça, tout le monde a accès à ça. L'économie de l'expérience, c'est les GAFA font gaffe de tout ça. Là, justement, si tu vois le salaire de Madame Arends dans une compagnie à 4 lettres, là, à Silicon Valley, elle a remanié tous les Apple Store en fonction de tout ça pour créer justement une expérience. Mais c'est aussi une fonction du design. C'est extrêmement complexe là. Dans le domaine pharmaceutique aussi, c'est extrêmement fort là, de faire le suivi de tous les médicaments, des effets secondaires. Donc, toutes les pharmacies doivent
rapporter tous ces données-là. Il y a des centres, en tout cas ici à Montréal, là, qui traitent tout ça. Et ça se développe assez fort là. Et effectivement, il y a toute la question de l'interface usagée, c'est-à-dire l'expérience qu'on a quand on utilise tel ou tel service. Là, effectivement, c'est tout à fait important là. Ouais. Crémo, c'est sûr que c'est un domaine, la partie d'analyse sémantique de texte, c'est un domaine qui est en croissance. Je fais juste penser à TROPS, TROPES, on dit que c'est une entreprise qui vient de s'installer à Montréal, justement, collée sur des gens qui travaillent en intelligence artificielle. Et eux autres, c'en est des personnes qui font de l'analyse sémantique. Et c'est ce qu'ils cherchent à ramasser, comment utiliser les commentaires qui sont des commentaires de personnes, d'individus pour justement arriver à trouver, à l'utiliser dans un logiciel d'intelligence artificielle. Et on est là, c'est vrai qu'on est là. Il y a une autre boîte à Montréal qui fait de l'analyse de data, mais ils ne font pas comme un dictionnaire de mots quand ils analysent du texte, ils font des thèmes. Donc, ils vont lire, par exemple, un discours d'un président, ils vont sortir un thème qui serait la religion, la politique extérieure, etc. Combien même ces mots-là ne sont pas dans le texte lui-même. Mais ça aussi, c'est un domaine très intéressant. Moi, j'ai travaillé avec Coginov à Montréal. Et Coginov est aussi dans l'analyse sémantique. Oui, j'ai un trou de mémoire. Je vais aussi vous donner le nom de la boîte. Ils sont au Carré Philippe, juste en face de la qui connaissent Montréal. OK. Mais c'est très intéressant parce que ouvre ton micro là. Le fait de voir, par exemple, une boîte comme SAP qui a les 73% des données mondiales logées dans leur serveur, ne se contente pas de dire on a les données, on peut les faire parler, ils veulent aussi avoir le feedback et l'aperçu des... Ça peut vraiment générer pas mal d'emplois et on le sait déjà, il y a une carence dans ce domaine-là des gens spécialistes en intelligence artificielle. Et je voudrais revenir sur l'expérience utilisateur parce que je trouve que le thème est intéressant. Cette expérience utilisateur, aujourd'hui, elle va être créée par quoi? Par toutes les big data qu'on va avoir. Donc, quand vous allez, par exemple, aller naviguer sur Amazon ou, par exemple, sur YouTube, vous allez avoir vos propres centres d'intérêt. Mais prenons le cas de YouTube, c'est très intéressant parce que vous regardez, je sais pas, une vidéo sur Trump et puis vous continuez après, vous avez une vidéo automatique qui arrive automatiquement et puis vous continuez à regarder, puis après vous arrivez sur des problèmes de racisme. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en fait, en faisant ça, on forge l'individu à une certaine idéologie. C'est un problème. Et ça, c'est issu aussi de l'expérience utilisateur, qui est de dire, OK, tu regardes des vidéos politiques, tu aimes Trump, tu vas continuer là-dessus, puis après, in fine, on te repose sur des idéologies qui font que derrière ça, on te formate par ça, quoi. Et ça, je pense, c'est un phénomène extrêmement pervers sur lequel il faut faire très attention. Ah, tout à fait. Il faut être extrêmement... absolument, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un peu aussi à l'Amazon qui vous suggère un livre dépendamment de ce que vous avez acheté. Et donc, tout cet algorithme de suggestion de titres est basé sur des préférences. Au fait, le même Amazon a eu un problème cette année, ça fait 2-3 mois de ça. Ils se sont rendus compte que leur programme d'intelligence artificielle faisait du sexisme. Il engageait, il filtrait plus les hommes que les femmes dans le processus de... Tout à fait. Et la problématique qui est derrière ça, c'est que toute cette information qu'on laisse sur le net à travers le parcours vidéo, à partir Facebook, à partir de ça, peuvent in fine se retourner éventuellement contre soi
et notamment, on revient sur les processus de recrutement, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle va prendre des données un peu à droite, à gauche. On ne sait pas avec qui ces entreprises font des accords. Et donc, en fait, in fine, l'algorithme va reprendre un ensemble d'informations et va être capable de tisser un profil psychologique sans que vous le sachiez. Et c'est là où, en fait, quelqu'un disait, si tu veux tuer un algorithme, en fait, il paraît qu'il y a une petite application sur Google Chrome que tu peux utiliser. Et puis, quand tu vas sur Facebook, par exemple, il clique sur n'importe quel lien au hasard, ce qui fait que l'algorithme, après, il est complètement perdu parce qu'il ne sait plus quelle le profil. C'est bien. Dalila, tu es revenu? On t'écoute. Oui. Oui, on t'écoute. Oui. Je vous écoute. J'étais là depuis tout à l'heure. J'écoutais discuter. Ok. Est-ce que tu avais un autre commentaire là? Je vous avais dit, j'avais pas beaucoup de. Bon, on l'a perdu de nouveau là. Ok. Alors, écoutez, il nous reste 10 minutes. C'est super intéressant. Alors, je vous invite à me rejoindre sur la fenêtre des commentaires et on mettra les commentaires, les suggestions. Laquelle fenêtre? Quelle fenêtre? J'ai pas vu Mars, je ne vois pas. Il n'y est pas. Effectivement, il n'y en a pas. Ok. Ok, on va la construire tout de suite. Espace de commentaires. Mars 2019. C'est parti. Bingo. Ok, on ouvre ça. Alors, vous l'avez vu maintenant? Espace, construction. Espace de commentaires. 03, espace de commentaires. Non. Pas encore là. Ça se trouve, il va falloir. Non. Et il faut réactualiser. Hein. Il faut ouvrir le. Il faut réactualiser le navigateur pour l'avoir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être out. Il faut qu'on sorte tous pour revenir tous. Peut-être là. Moi, je la vois, mais. Ah non, parce que c'est pas dynamique ton truc. Donc, oui, c'est ça. Toi, tu la vois, mais nous, on ne la voit pas parce qu'il faut se rebrancher. Bouger une bulle. Bouger une bulle. Je vous ai toujours expliqué qu'il faut. Il suffit de réouvrir en fait, excusez-moi, il suffit de réouvrir la base sans se déloguer. Moi, je l'ai obtenu. Ok. Merci Stéphane. Je t'en prie, Joël. On a beaucoup discuté, mais on n'a pas bougé des bulles. Après 10 minutes, sans bouger les bulles, on est automatiquement déconnecté. Donc, il faut se rappeler de cette fonctionnalité-là. Donc, je vous invite à proposer vos commentaires. Et puis, proposer des thèmes pour la prochaine fois. Et puis, c'est ça. Donc, est-ce que tout le monde voit la fenêtre? Je suis en train de me reconnecter. Ouais, moi aussi, j'essaye. D'accord. Ah, ça y est. Ça y est. Est-ce que je le vois? Espace commentaire 2019. Yes. Ouais. Donc, on va profiter pour, pendant que tout le monde fait leurs commentaires, de faire un tour de table pour le mot de la fin. Alors, Jean-Claude, ton mot de la fin? Toujours très intéressant, Joël.
on va dire, m'a digéré ça un peu. On va dire, mais c'est juste un sujet qui est passionnant parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Hein. On va dire, on a une perception, mais nos connaissances factuelles ne sont pas nécessairement là. Fait que c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on aborde ce sujet-là, on va dire, ça fait des discussions intéressantes. Merci Jean-Claude. Dalila, tu es là, tu peux profiter pour faire tes commentaires de la fin. Oui, oui, avant que ça se coupe, aujourd'hui, ça a été vraiment très, très dur. Donc, c'est toujours aussi riche, du moins à ce que j'ai pu entendre, mais ça reste toujours enrichissant, comme a dit, voilà. Jean-Claude, oui. Jean-Claude, comme a dit Jean-Claude. D'accord, merci Dalila. Crimon, est-ce que tu peux faire tes commentaires de la fin? Extrêmement intéressant. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de tout à fait nouveau, même si de temps en temps je butine ici et là quelques informations, mais extrêmement intéressant. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Crimo. Loïc, ton mot de la fin? Je pense qu'on a eu des beaux débats d'idées, d'échanges et de fight. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'interaction, on progresse tous, on avance et ça nous permet aussi d'amener une réflexion pour les autres, mais aussi pour soi-même. Et puis voilà, quoi. C'est ça qui est intéressant de travailler aussi en temps réel, parce qu'on n'a pas forcément toute l'information, on n'a pas forcément toutes les connaissances. Et c'est dans l'interaction entre les individus qu'on peut acquérir de nouvelles connaissances ou de se dire, ah bah tiens, ça serait intéressant de travailler sur telle ou telle chose. Par exemple, l'économie de l'expérience que tu viens de mettre est un thème sur lequel on va chercher plus peut-être d'expérience en tant que telle ou d'information. Merci Loïc. Pascal, le mot de la fin? C'est un bon cru. Hein. J'ai bien aimé les échanges, les différents points de vue, c'est super. Moi, je propose l'économie de l'expérience. Ce qui nous a parlé Crimo, là, ça pourrait être peut-être un sujet si ça intéresse tout le monde pour le prochain. Excellente proposition. Merci Pascal. Stéphane, ton mot de la fin? Très, très intéressant. Et donc, une expérience d'intelligence collective. Donc, je trouve que ça pourrait être aussi un thème. L'économie de l'expérience, je l'ai noté aussi. Voilà, c'est vraiment enrichissant. Et justement, expérience d'intelligence collective, c'est se préparer parce que je pense que justement ce type de travail de rencontres que nous faisons nous permet apprendre ensemble, donc faire une expérience d'apprentissage. Et donc j'ai mis aussi comme thème l'apprentissage, l'éthique. Voilà, pour la prochaine fois. Merci Stéphane. Et donc, moi j'ai mis que c'était une séance très très dynamique. Pas besoin de faire une animation, ça s'anime tout seul. Et donc très riche et très très agréable. Donc ici Joël Musard à Ecto à Montréal pour le Café Lab. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous, de partager ensemble. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.